Oh, la belle semaine de lecture et de visionnage qui vient de se passer. Je crois que c'est le moment de chiller du coup. Coucou les geekoudiou, bienvenue dans Supplément de Chill, le moment où on se pose et on revient sur ce que j'ai lu et vu dans la semaine. Un podcast sans prise de tête qui augmente vos piles à lire. Et on commence tout de suite avec Fake Rebellion, tome 1 et 2, manga terminé en 2 tomes finalement. Donc j'ai lu les deux, à la suite, de Yu-Chang Sasaki, sorti le 8 janvier 2026 chez Manabooks. Oui, on va vite dans le vif du sujet, il y a beaucoup de choses cette semaine, alors je fonce. On est sur une dystopie post-apo, science-fiction, l'humanité est tombée sous le joug d'un empire des machines, et les humains sont classés selon leur utilité. On y suit Hanamiya, une princesse déchue, qui se retrouve dans la pire zone, un énorme bidonville où les humains n'ont plus vraiment de droits. C'est la zone des F. Voilà, la pire quoi. Mais elle est toujours la princesse pour les orphelins du coin. Alors quand je dis la zone des F, les humains sont classés par rang, de F à A. F les pires, A les meilleurs, les plus utiles à la société. Bref. Et donc notre petite princesse, elle se retrouve dans ce bidonville, et là, bim balaboum, un zozo du nom de Kika débarque, et lui, il veut détruire le régime des machines, et va embarquer la princesse dans son aventure bien malgré elle. Une histoire assez sympa, un duo attachant, des dessins plutôt efficaces, avec de belles compositions. Bon, il y a des moments assez gênants, avec des culottes. Ça n'apporte absolument rien dans ce genre de récit, mais il faut croire que c'est dans les codes du manga. Autant je lis des Eroguro ou même des yaoi ou peu importe, enfin de temps en temps, j'en lis pas tout le temps. Quand c'est le cœur du propos, ok, il n'y a pas de problème, mais ici j'ai trouvé que c'était gratuit. Voilà. Bref, ça reste un post-apo rigolo, qui peut être dur par moments avec des designs assez bons. Problème, comme No Name la semaine dernière, 2 tomes, ça oblige à écrire une fin rapide, et là c'est trop rapide. Sur les dernières pages, ça va très très vite, et je trouve que ça laisse sur sa fin. Ça prend des raccourcis grossiers, mais c'est joli. Voilà, c'est joli. J'aurais adoré que le manga prenne plus de temps d'explorer le système de classe et le monde des machines, parce que l'univers te donne envie d'aller voir plus loin que la zone F et E, parce qu'on voit pas au-delà de ça. Et ça, c'est frustrant, parce que t'as envie d'un tome 3 qui n'existe pas. Les vrais points forts, c'est que c'est agréable à lire quand même, faut le dire, et à regarder aussi, et que le duo de base est cool. Ensuite, j'ai lu Retour aux Normandies, une bonne surprise, une BD qui est assez ludique, avec un concept qui aurait pu être casse-gueule. 3 ados qui vont un soir s'introduire dans le fameux théâtre alors qu'ils n'ont pas le droit. Les petits brigands là. Et 2 d'entre eux vont traverser les époques via un ticket magique qu'ils ont trouvé et revivre des moments du lieu mythique du Havre qu'est le Normandie. Et chaque époque est dessinée par un artiste différent. Ça pourrait donner lieu à des disparités selon les époques, mais finalement ça marche super bien, et l'aventure est plutôt prenante, parfois très historique, des passages en 1944 sous occupation par exemple, parfois plus légère et pop, avec des apparitions de Motorhead, pour ne citer que. Un scénario qui assume ses références et les cite, des personnages qui racontent l'histoire avec un grand H en la vivant, et un lieu superbe qui renaît un peu grâce à cette œuvre. Je vous explique un petit peu mieux quand même. Retour en Normandie, c'est le projet de Jesse Spaija, désolé si je prononce mal, Jesse Spaija, c'est comme ça que je le lis, dont les parents avaient pu acquérir ce lieu à la fin des années 90. Mais depuis plusieurs années, ce lieu justement a été mis à rude épreuve et à 2 doigts d'être détruit. Et ça, je parle dans la vraie vie là. Notre ami Jesse, il s'est dit, on ne peut pas détruire un monument du Havre comme celui-ci, donc on va le rénover, comme le souhaitait ma famille avant moi. Et avec l'aide d'associations et une campagne Ulule, il l'explique mieux que moi en préface, il va se lancer dans ce projet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Normandie est sauvé grâce à ça. En gros, cette BD, elle vient aussi de là, puisqu'il fait vivre une aventure à ses propres enfants et a demandé à un ami d'écrire le scénario avec lui en la personne de Mathieu Tellet, qu'on connaît aussi pour le projet comics Héritage. C'est Édifice Édition qui est, l'édition. Et leur truc, c'est justement de faire des campagnes de précommande, et s'il y en a assez, ils produisent. Visiblement, ça a été le cas ici, et c'est tant mieux, parce que c'est vachement bien. Et le projet de faire connaître le lieu via une BD, je trouve que c'est super malin, surtout quand c'est bien fait, comme ici. On a donc plusieurs dessinateurs, 11 en tout,
Jean-Jacques Djalowski, Joffo ou Charlie Adlar pour ne citer que, et un 12e pour la couverture qui est signé José Maria Casanova. Très belle couverture d'ailleurs. Moi ça m'a embarqué, malgré la diversité des styles, je n'ai pas trouvé ça disparate, au contraire, ça donne l'impression que le lieu change vraiment de peau selon l'époque, et surtout faire connaître un lieu patrimonial via une BD et réussir à rendre l'aventure prenante, c'est un combo qui marche et c'était pas gagné d'avance. On passe à la suite avec un manga de Sano Takashi, le 14e et dernier tome, sorti le 21 janvier chez Pika, Your Evil Past, un manga incroyable sur un ado, Yusuke, qui est un harceleur, enfin pire, un tortionnaire, et encore là le terme est faible, qui a oublié qui il était et son passé lui revient en pleine figure. Dans ce dernier tome, on suit plus les personnages qu'il a impactés, en les aidant ou les traumatisant, ou les deux, parce que c'est surtout ça, Your Evil Past, parce qu'à partir d'un moment, on est avec un adulte qui veut se racheter et tente de s'éloigner de qui il était. Mais le passé reste bien accroché, et même quand il semble être enfin semé, en fait il revient de façon cynique et vicieuse. On a les derniers souvenirs racontés par Sumire Okazaki, qui pose la question, qui résume tout, qui a été le véritable monstre au final. Côté dessin, je vais pas dire que c'est la claque du siècle, même si j'apprécie le style crayonné, ça reste tout à fait correct, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là où c'est intéressant, c'est le récit. C'est la tension qui vacille, malaise constant et ce truc dérangeant sur l'image qu'on colle à quelqu'un et sur la possibilité ou non d'évoluer. On passe par toutes les émotions, c'est parfois horrible, mais ça peut être aussi très touchant. Les premiers tomes sont plus durs, faut le noter, on y voit des choses qui peuvent atteindre les plus sensibles, donc clairement pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est même classé moins de 16 ans sur la couverture, voilà, donc à éviter si vous êtes fragile. Ce truc de on peut être mauvais à un moment, c'est pas pour ça qu'on le sera toute sa vie, et l'inverse est aussi valable, c'est hyper bien retranscrit dans le récit. Elle regarde la plupart qui restent figés sur une époque et ne voient pas les progrès, c'est déstabilisant. Rien que pour ça je conseille, et ça fait toujours bizarre de finir un manga long, ça a commencé fin 2022 chez nous, donc un peu plus de 3 ans que ça m'accompagne, alors comme les personnages, cette fin, ça me fait un petit truc finalement, moi aussi. Dernière lecture avant les visionnages, et c'est une adaptation en manga d'une BD de Pat Mills et d'Olivier Ledroit, vous l'aurez peut-être deviné du coup, je parle de Requiem, qui est enfin arrivé, et j'ai lu avec une impatience monstre. C'est aussi sorti le 21 janvier, et c'est comme la BD chez Glénat. Seban, un dessinateur bolivien, et Victor Santos, un auteur espagnol, se sont occupés de nous partager cette adaptation ambitieuse, parce que Requiem, c'est pas rien. Donc Requiem, c'est l'histoire d'Heinrich, qui se retrouve à Résurrection, c'est le nom de la ville qu'on peut décrire comme complètement folle, un petit peu barjot la ville. En gros, lui, il pensait être mort, et finalement, il est au milieu d'une vaste cité où se côtoient sorcières, monstres et vampires. Et notre cher Heinrich va devenir le chevalier vampire dans ce monde, et va vouloir retrouver son amour d'humain, Rebecca, même si il ne s'en souvient que partiellement. Il y a quelques différences. Ça fait longtemps que j'ai pas relu le premier tome en BD, mais il ne me semble pas qu'il était amnésique. Au contraire, il voulait absolument retrouver sa bien-aimée, et espère qu'elle aussi s'est réincarnée dans le coin. Et autre point qui n'est pas mentionné dans le manga, c'est qu'il meurt sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que soldat allemand. Je pense que ça, ils l'ont un petit peu évincé de l'histoire. C'est pas très grave. J'ai l'impression que le manga prend plus de temps à expliquer le processus d'adoubement d'Heinrich, qui devient donc Requiem, le chevalier vampire, c'est ça son nouveau nom. Et ça c'est très cool, on en a un petit peu plus que dans l'œuvre originale. À noter, c'est que Mills et Ledroit supervisent l'adaptation, donc en vrai c'est écrit à 8 mains, et ça se sent parce que ça respecte quand même vachement bien l'univers et l'atmosphère de base. Je vais tout de suite être clair et franc, après la lecture, je reste tout de même plus attaché à l'œuvre d'origine qu'au manga, mais j'ai pris un certain plaisir à replonger dans ce qui n'est pas tant une adaptation qu'un récit parallèle, j'ai eu l'impression d'être dans le multivers. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Même Requiem, le personnage, on le reconnaît, et en même temps, c'est moins métal, enfin c'est plus cartoon, même si c'est peut-être pas vraiment le terme. Comme dans la BD, c'est très chargé visuellement, mais là où la version originale a le dessus sur ce point, c'est que la couleur permet d'identifier plus facilement les détails que le noir et blanc des mangas, et la taille aussi, parce qu'une BD c'est beaucoup plus grand, donc plus lisible. Ça reste rythmé, gothique à souhait, un peu barré, et ça réussit le passage au manga. On ne peut pas tous apprécier les mêmes choses, donc c'est très bien qu'on puisse avoir la BD pour ceux qui aiment ça, et c'est tout aussi bien d'avoir la version manga, qui est peut-être aujourd'hui le médium le plus courant dans la pop culture. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est mon impression à l'heure actuelle. Et que l'un aille dans le terrain de l'autre, ça pourrait être tricky, mais là, c'est fait avec brio.
on valide. Allez, on passe au visionnage et je vais débuter avec Tengoku Daimakyu du studio Production IG que j'ai regardé sur Disney+. Maintenant qu'il y a eu lu dessus, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'animé qu'avant et c'est pas pour me déplaire. Je ne connaissais pas Journey Beyond Heaven, enfin de nom oui, mais j'ai pas lu quoi, je connaissais pas plus que ça. Et clairement, j'ai très envie de lire le manga maintenant que j'ai vu la saison 1. C'est incroyablement stylé, aussi bien sur les décors qui semblent peints, que sur l'histoire, que sur les personnages et ce qu'ils traversent. Deux histoires parallèles, l'une dans un endroit coupé du monde où des enfants sont élevés en autarcie et ils ont l'air d'avoir des capacités particulières, mais ne savent pas vraiment s'il y a un monde derrière les murs de leur univers. Mystérieux quoi. Et l'autre, sur un duo, Maru et Kiruko, qui sont quand même ceux qu'on suit le plus, les plus attachants, et qui cherchent le paradis. J'ai mis des guillemets. Vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast. Un lieu qui semble être plus chill que ce qu'est devenu le Japon après la catastrophe. J'ai remis des guillemets que vous n'avez toujours pas vu. Ils combattent des brigands sur leur chemin, font face à des situations périlleuses, et doivent aussi se battre contre des monstres bien flippants. Le duo est super bien écrit, le récit est pour le moment parfait, et c'est très beau à voir, incroyable. C'est ce genre d'animé que j'ai pas envie de quitter, vraiment j'ai envie de continuer l'aventure avec eux, voir ce qu'ils vont devenir, comprendre les enjeux, dénouer les intrigues entre les deux histoires, et surtout que ça ne finisse jamais en fait, je veux rester tout le temps avec eux moi. Vraiment l'animation est très cool, la lumière est folle, j'ai eu la chance de vivre un petit peu au Japon, et reconnaître des endroits, des quartiers de Tokyo, mais version post-apo du coup, bah ça marche grave. Et même si vous y êtes pas allé, en vrai, les lieux sont somptueux et c'est pas abusif sur le côté détruit de la ville, c'est assez crédible. Bon, les monstres, c'est moins crédible, mais du coup, ça balance bien, justement. On ne sait jamais à qui faire confiance, ni comment les choses vont évoluer, et on est souvent surpris par les événements, mais aussi par les dialogues. Bref, c'est trop bien, et largement au-dessus de nombreux animés, de mon point de vue, évidemment. Pas d'annonce pour une saison 2 pour l'instant, mais le manga de Ishiguro Masakazu, lui, est toujours en cours, et compte 12 volumes pour le moment au Japon, et 11 chez nous. Le 12e devrait sortir le 18 février chez Pika. Et maintenant, Hell's Paradise du studio Mappa sur Crunchyroll, mes petits doudous qui ne me sponsorisent toujours pas. Alors, je l'ai déjà regardé, c'est pas la première fois, mais j'ai une tare. Un truc un peu comme une tique qui est venue s'accrocher à moi, et au lieu de pomper du sang, elle me fait revoir tout ce qu'on a déjà regardé, parce qu'elle ne s'en souvient pas. Donc, avant de commencer la saison 2, il a fallu qu'on se refasse la saison 1. Ça s'appelle une Margonite Memorium défectueuse. Ouais, je vous souhaite pas de choper ce truc, même si c'est très rigolo et tout mignon. Mais voilà, condamné à tout revoir tout le temps. Heureusement que c'est vraiment très cool, Hell's Paradise, parce que sinon ça m'aurait gonflé, et je l'aurais pas fait de toute façon. Donc j'ai pris du plaisir à revoir cette saison, et je vous parlerai de la saison 2 quand elle sera complète, et que j'aurai tout vu. Donc dans quelques semaines. Peut-être quelques mois. Pour la saison 1, on débute avec un ninja. Donc déjà là, 50% du travail pour me convaincre, c'était déjà bon. Qui s'appelle Gabimaru, et il est condamné à mort. Problème, personne n'arrive à le tuer. De là vient une exécutrice. Yamada Asaemon Sakiri, qui va étudier Gabimaru dans un premier temps, et dans un second le recruter pour aller sur une île bien étrangement étrange et récupérer l'élixir d'immortalité. Ils ne seront pas seuls à partir en expédition, puisqu'il y aura plusieurs malfrats, tous condamnés de base, mais déployés pour cette mission, et chacun d'entre eux se voit assigner une nounou, tous du clan Yamada Asaemon. Le truc, c'est que le shogun ne va gracier qu'un seul des malotrus, celui qui reviendra avec la fameuse potion. Donc faut se débarrasser de la concurrence en gros. Mais si avec ça, je vais pas en dire plus pour ceux qui veulent découvrir, mais l'animation est très cool, les personnages sont cool, l'île est dangereusement cool, une analyse très cool que je viens de vous donner, je crois. Bon, et pour finir, j'ai vu Guru. Guru qui est coproduit par Pierre Ninet via sa boîte 90 Films, et c'est avec Pierre Ninet dedans. Bah, qui est sympa, Pierre Ninet. Réalisé par Yann Gozlan. L'histoire, c'est plus un thriller qu'une vraie critique sur les coachs sans diplôme, et le passage chez Hanouna fait un petit peu mal, je n'y serais pas allé si j'avais su. La photo est plutôt bien foutue. J'ai réussi à aller au cinéma, c'est déjà une bonne chose. Si ça vous intrigue, faites-vous votre avis, je vais rester chill perso, et pas en dire plus. On passe à la mention spéciale. Je l'ai déjà fait, mais là, trop dur de départager, donc 2 mentions spéciales cette semaine. D'abord, retour aux Normandies, pour l'idée, le projet, le fait de réunir autant de gens et que ça marche super bien, et surtout parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à apprendre des choses sur le Havre de cette manière. Et l'autre, c'est pour Your Evil Past, c'est typiquement ce que j'aime lire, avec une intrigue folle et une tension constante. C'est pas toujours facile, mais justement c'est ça que j'aime. Je vous le conseille si vous avez le cœur bien accroché. Et en parlant de cœur,
Le coup de cœur de cette semaine, vous l'avez compris je pense, c'est Tengoku Daimaikyu, évidemment, Journey Beyond Heaven si vous préférez. Je crois que je vais me refaire la saison 1 cette semaine, parce que Margot ne l'a pas regardé avec moi, et je veux vraiment lui montrer. Je sais que c'est sa cam à elle aussi. Et même si, quand on aura la saison 2, faudra sûrement se retaper la première, parce qu'elle l'aura certainement oubliée, là je crois que ça ne me dérange absolument pas. Voilà mes petits Geekouniou, une semaine bien chargée, énormément de qualité. Si ça pouvait être comme ça chaque semaine, ce serait merveilleusement formidable. Ça serait formidabuleux. On se retrouve mercredi pour un épisode de Supplément Geek, et j'espère que vous aurez bien dormi et que vous serez en forme. Et dimanche prochain pour un autre Supplément de Chill. En attendant, bon chill les petits Geekouniou. Hasta la vista, baby.